Kabylie veut prendre son destin en main. C'est la seule façon pour cette région d'Algérie de retrouver ses droits. Voilà en tout cas la conviction de Ferhat Mehni, chanteur, homme politique, fondateur du MAK, le mouvement pour l'autonomie de la Kabylie. Il était à Lausanne samedi pour parler de son long combat pour la défense des droits des Berbères. Patrick Chaboudi. Oui, la Kabylie. Le gouvernement provisoire kabyle en exil, que nous avons proclamé en 2010 suite à une rupture de confiance entre la Kabylie et l'Algérie, le gouvernement algérien, le système algérien, parce que depuis 1962, la Kabylie est une sorte d'abcès de fixation de l'Algérie où viennent se greffer tous les maux du pays. Les Kabyles ne sont pas considérés comme des Algériens à part entière parce que leur langue n'est pas reconnue, parce que leur région n'existe pas administrativement, parce qu'ils sont suspectés de porter atteinte à l'unité nationale. En fait, même si c'est la Kabylie qui a libéré l'Algérie, l'Algérie a été ingrate et dénie le droit d'exister à un peuple comme les Kabyles. Donc nous avons lutté dans un premier temps, d'abord en 1963 à 65, c'était M. Hossein Ahmed qui a vécu toute sa vie en Suisse plus tard, qui avait mené la lutte armée contre le pouvoir algérien pour affirmer, même s'il ne le disait pas lui à l'époque, les droits des Kabyles à exister. Sa défaite fut très dure pour la Kabylie et nous avons ramé pendant quelques années dans la dictature la plus totale, sous Boumedienne notamment. Et c'était à l'époque où on assassinait les opposants et M. Ahmed avait échappé de justesse à cet assassinat, puisque Karim Qassem fut assassiné à Francfort. Ensuite, le bras droit même d'Ahmed fut assassiné à Paris, à Limicili, en 1987. Et d'autres encore ont été assassinés, dont mon fils en 2004 a été assassiné par le régime algérien parce que j'avais osé dire qu'il fallait une autonomie régionale. À l'époque, c'était juste cela. Donc, n'étant pas considérés comme des citoyens à part entière, les Kabyles ont d'abord, sous la dictature, timidement revendiqué des droits linguistiques et culturels. C'était le printemps berbère de 1980. Ensuite, c'était la prison tout le temps, et c'était donc des revendications de droits de l'homme, de respect des droits de l'homme. Et quand il y a eu démocratisation de façade au moins de l'Algérie en 1989, 88, 89, là, il y a eu deux partis kabyles qui avaient émergé, le FFS, et qui est revenu sur la scène alors qu'il était né en 1963 de la lutte armée contre le régime, et le Rassemblement pour la culture et la démocratie, dont j'étais l'un des fondateurs. Ces deux partis ont essayé, tant bien que mal, de capter l'électorat algérien et l'adhésion des Algériens. Finalement, ils n'ont jamais dépassé les frontières de la Kabylie. Nous étions désespérément isolés. Et c'est à ce moment-là, pendant les premières élections démocratique, disons, où les deux partis, où la Kabylie a pu participer avec ces éléments à travers toute l'Algérie, que nous avons réalisé combien il ne pouvait pas y avoir d'élus en dehors de la Kabylie pour ces forces politiques kabyles. Et nous nous sommes mis à la recherche de solutions. Donc, dans un premier temps, on a parlé de retour au wilaïsme, c'est-à-dire pendant la guerre d'indépendance, l'Algérie était divisée en 6 wilayas. La Kabylie était la wilaya 3, mais la plus remuante et la plus agissante. Donc, on disait que si la guerre était réussie et qu'on a abouti à l'indépendance, c'est parce que ce système d'organisation était efficace. Ensuite, nous voyons que ça ne suivait pas de l'autre côté. On a pensé à une forme de fédéralisme. Le fédéralisme, il fallait convaincre tous les Algériens, toutes les régions d'Algérie de venir au même système, à la même idée. C'était de l'impossible. Ensuite, on a pensé juste à une autonomie linguistique pour sauver notre identité et notre langue. Ça a eu beaucoup de succès chez les intellectuels, mais comme il n'y avait pas d'organisation politique pour porter ce projet, ça avait fait plouf quelque part.
Ensuite, il y a eu l'assassinat de Maatoub Lounès. On dit que par les intégristes, mais la Kabylie dit que c'est le régime qui l'a assassiné pour régler des comptes au sommet de l'État, et notamment pour faire un coup d'État à l'ancien président Zerouel et le faire remplacer par Bouteflika, qui était arrivé. Il y a eu le printemps noir 2001. Le régime a pour la première fois tiré sur nos pacifiques manifestants en faisant plus de 128 morts. À partir de là, le contrat d'union nationale, d'unité nationale, le contrat de confiance avec l'Algérie était rompu. Pourquoi il était rompu? D'abord, le régime a dépassé une ligne rouge qu'il n'aurait jamais dû faire. D'autre part, la Kabylie était restée isolée. Dans le sang, dans le bain de sang dans lequel nous étions, aucun Algérien n'avait levé le petit doigt pour s'indigner de ce qui arrivait en Kabylie. Donc on s'était senti un peu trahis, et moi et mes amis avons pris notre courage à deux mains et nous avons dit que désormais la Kabylie doit avoir un destin à part. Nous sommes un peuple, nous avons un territoire, nous avons une langue, des coutumes, des traditions, nous avons tout ce qu'il nous faut pour nous assumer en tant que peuple à travers le monde, et qu'à partir de là, il fallait un destin à part. Donc on avait revendiqué juste une autonomie régionale. Au bout de 8 ans, il n'y avait aucune réponse. De 9 ans, nous avons lancé à notre appel au pouvoir algérien de nous entendre. Il ne l'a pas fait. Nous avons décidé de proclamer un gouvernement provisoire kabyle, et depuis, j'ai été réélu à 2 reprises par le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie à l'unanimité à la tête du gouvernement provisoire kabyle qui est l'ANAMAD. Donc on voit le parcours, un parcours qui part de revendications finalement relativement de revendications culturelles qui paraissaient acceptables du point de vue algérien, du point de vue du gouvernement algérien, et on arrive à la rupture, parce que c'est clairement une rupture que vous avez marquée il y a 4 ans maintenant, 5 ans maintenant, 2010. Et en effet, de revendications culturelles qui n'ont jamais été satisfaites, nous en sommes venus à nous prendre en charge par nous-mêmes et à dire que la solution ne dépend pas des autres, mais dépend de nous-mêmes. Donc un peuple qui se prend en charge. Je dirais aussi que l'Algérie, pour rappel, est une création purement coloniale. C'est la France qui a créé l'Algérie, et c'est même par décret qu'on lui a donné le nom Algérie. C'était le 14 octobre 1839 par le ministre de la guerre français qui s'appelait Schneider. Et pendant ce temps-là, la Kabylie n'était pas encore dans l'Algérie. Il y avait les cartes géographiques de l'époque qui montraient une Kabylie indépendante et une Algérie française. Et la bataille de 1857 avait fini par avoir raison des Kabyles, mais aucun Kabyle n'avait signé un traité de rattachement de la Kabylie à l'Algérie. Il y a eu un état de fait que nous n'avons jamais accepté en tant que Kabyles, et nous sommes repartis à l'assaut de notre liberté en 1871. Mal nous ont pris à l'époque aussi. Donc nous sommes partis à la recherche d'alliances à partir de 1926, en créant l'étoile nord-africaine, en essayant de libérer l'ensemble de l'Afrique du Nord. Finalement, les Marocains sont partis tout seuls, les Tunisiens sont partis tout seuls, les Kabyles se sont retrouvés à tracter toute l'Algérie derrière eux. Donc ils ont payé le prix le plus cher pour l'indépendance de l'Algérie, et cette Algérie, pour laquelle nous avons tant donné, nous a traités en traître, nous a traités en étrangers. Vous savez que pendant la colonisation, il y avait des Juifs, des chrétiens et autres en Algérie, et des Européens notamment. Et après l'indépendance, tout le monde était parti, même les Juifs qui étaient de souche, qui étaient de là-bas, qui étaient des Berbères, anciennement implantés là-bas. Et à partir du départ des Juifs, les Kabyles sont dans l'imaginaire national et instrumentalisés par cet imaginaire, instrumentalisé par le pouvoir algérien, a fait des Kabyles les nouveaux Juifs, c'est-à-dire l'abcès de fixation de toutes les haines, de tous les ressentiments des Algériens. Vous dites que, notamment lors du Printemps Noir, vous avez ressenti très durement l'absence de solidarité, finalement, du reste de l'Algérie. Aujourd'hui, quand vous avez décidé de faire le pari de l'indépendance, puisque c'est le pari que vous faites, quelles sont les réactions en Algérie? En Kabylie d'abord, est-ce qu'on vous soutient, et ailleurs? Si on était devant une télévision, je vous montrerai des photos de ce 20 avril
où des centaines de milliers de Kabyles sont descendus dans les rues de la Kabylie pour proclamer leur aspiration profonde à une autodétermination de la Kabylie. Nous sommes un peuple pacifique, nous sommes un peuple civilisé, nous ne voulons pas passer par la violence pour acquérir notre liberté. Nous voudrions prendre à témoin le monde entier, la communauté internationale, sur notre innocence en matière de violence, sur notre volonté à aller de l'avant. Nous sommes fermes quant à notre revendication de notre indépendance, mais bien entendu, nous ne voulons en aucune façon user de violence. Et juste pour revenir un peu sur cette absence de solidarité avec la Kabylie, pendant que nous pleurions nos enfants en 2001, il y avait eu un incident international, rendu international par les médias. C'était un petit Palestinien qui était protégé par son père et dont une balle a fini par avoir raison. Le Parlement algérien avait observé une minute de silence à la mémoire de cet enfant. C'était au moment où nous avions plus d'une centaine de Kabyles qui étaient abattus de sang-froid par les gendarmes algériens. Et non seulement il n'y a pas eu cette reconnaissance, il n'y a pas eu cette compassion et cette solidarité avec la Kabylie, mais en plus, l'Assemblée nationale, le Parlement algérien, avait organisé un procès de la Kabylie en plénière de l'Assemblée nationale. Non seulement nous étions martyrisés physiquement, nous étions endeuillés, puisque nous perdions nos enfants les meilleurs, mais en plus, c'est nous qui étions jugés, qui étions passés en procès devant l'Assemblée nationale. Donc vous voyez que le fossé qui nous sépare est très, très grand. L'Algérie aujourd'hui vit une forme de vacance de pouvoir. Le président Bouteflika est physiquement très atteint, ne semble plus vraiment diriger le pays. C'est une période compliquée pour l'Algérie en plus, puisque la situation économique avec la rente pétrolière notamment, qui a longtemps soutenu l'économie, on se rend compte que les rentrées du pétrole sont bien moindres maintenant avec la chute des prix du baril. On est dans une situation très critique. De ce point de vue-là, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour la Kabylie? Est-ce que c'est risqué? Est-ce que vous sentez une menace potentielle de durcissement à votre égard et à l'égard de ce mouvement? Bien au contraire. L'Algérie va mal, ce n'est pas de la faute de la Kabylie d'abord. Ensuite, c'est l'absence de projet politique pour l'Algérie. Ceux qui gouvernent sont une mafia qui est intéressée davantage par le pouvoir que par l'avenir des Algériens ou du pays. Il n'y a pas de plan de développement, il n'y a pas de projection sur l'avenir, il n'y a pas de mission assigné au pays pour se projeter comme ça à travers le monde. Je crois que de toutes les façons, ça fait plus de 50 ans maintenant que l'Algérie est indépendante, 55 ans même, et le système est usé, il est à bout de souffle. D'ailleurs, comme son président, à l'image de son président, en d'autres pays, l'impeachment aurait déjà fonctionné. Chez nous, on veut garder le système tel qu'il est parce que les affaires de pouvoir sont des affaires claniques, des affaires mafieuses et non pas des affaires d'élection ou d'intérêt national quelconque. L'Algérie va imploser. Et la seule force qui a été préparée par le régime pour le remplacer est celle de l'intégrisme islamiste, celle du terrorisme, de l'islamo-terrorisme. Ce à quoi échappe uniquement la Kabylie. Donc la Kabylie ne veut pas sombrer avec l'Algérie et ne veut pas qu'elle soit intégrée dans cet intégrisme international et qu'elle s'en sorte. Donc nous sommes en train d'étudier la manière de protéger la Kabylie en cas d'effondrement de l'État algérien, ce qui est imminent, à mon avis. Donc, vision assez noire que vous avez de l'avenir prochain de l'Algérie. Bon, l'armée a quand même toujours joué un rôle très important. Elle ne peut pas servir de rempart contre l'islamo-terrorisme dont vous parlez? L'armée algérienne est gangrénée par l'islamisme elle-même. Il n'y a pas un général qui ne fait pas la prière, ouvertement, par conviction ou par calcul. En tous les cas, l'islamisme a huilé l'ensemble des rouages de l'État et c'est lui qui les fait fonctionner.
Toutes les télévisions s'arrêtent pour faire la prière à des heures déterminées, à lancer des appels à la prière, et des prêches sont permanents sur les chaînes de télévision algériennes. Donc l'islamisme est déjà au pouvoir. Il a été préparé. En fait, en nous le disons depuis toujours, entre le pouvoir et l'islamo-terrorisme, il n'y a pas de différence de projet de société, il y a un conflit de leadership seulement sur l'Algérie. Donc la Kabylie, nous n'avons pas le droit de la laisser choir. L'Europe se mordrait les doigts si la Kabylie tomberait elle aussi dans une Algérie arabo-islamisée. Donc il faut absolument que l'Europe comprenne que la Kabylie est une chance parce qu'elle a les moyens, elle a la culture, elle a les compétences pour stabiliser tout autour d'elle et faire en sorte que la rive nord de la Méditerranée ne soit pas gangrénée par ce qu'il y a au sud. Donc la Kabylie est un atout important et une chance que l'Europe devrait saisir. Est-ce que ce discours-là, il est entendu par les Européens? On a l'impression qu'ils sont préoccupés par évidemment l'avenir de l'Algérie, mais que la Kabylie, de leur point de vue, d'autant qu'il y a la situation libyque, on connaît bien la situation générale de la région qui est très préoccupante. Est-ce que vous avez l'impression que votre discours est entendu? Il commence à être entendu. Longtemps, on prend les ensembles, effectivement, la géopolitique fait que, et la géostratégie fait que moins il y a de déstabilisation, de pays déstabilisés, mieux le commerce va et la santé économique du monde va également, particulièrement du monde occidental. Mais ces derniers temps, l'apparition du phénomène islamo-terroriste a fait en sorte que la sécurité prime sur l'économie. Et dans ce cadre-là, y compris pour ce qui concerne l'Algérie, longtemps on avait cru que l'armée algérienne, qui se battait contre le terrorisme du fils, était un allié. Or, il s'avère, et beaucoup de rapports internationaux, de commissions, et beaucoup de satellites qui ont rapporté des conversations, des documents qui font état de l'implication du régime algérien, de l'armée algérienne, dans l'organisation, la structuration, le financement et l'opérationnalité des terroristes islamistes, que ce soit de l'AQMI ou du GSPC auparavant ou du JIA auparavant. L'armée algérienne, c'est elle qui a tout monté de toutes pièces pour intervenir et surtout gêner les intérêts de l'Occident, particulièrement français. L'Algérie, par exemple, militaire, parce que ce n'est pas l'Algérie ne peut pas être un pays démocratique parce qu'elle est le fruit d'un cocktail de peuples qui se disputent le leadership et non pas quelque chose qui est venu démocratiquement. Donc l'Algérie militaire considère que, par exemple, le Sahel est son arrière-cour. C'est-à-dire qu'elle considère que c'est sa sphère d'influence, sa zone d'influence, et que la France ou d'autres puissances ne devraient pas s'y immiscer. C'est pour ça que l'AQMI s'est déployé au Sahara, notamment, pour gêner les intérêts européens à travers des prises d'otages et autres actions spectaculaires, notamment comme l'affaire du centre gazier d'Inabinas qu'on a vécu ces derniers temps. Dernière question, parce que vous avez votre conférence peut-être plus personnelle. Vous vivez actuellement à Paris, vous vivez en exil. J'imagine que votre rêve, évidemment, n'est pas de finir votre vie en exil. Vous pouvez nous en parler un tout petit peu? Écoutez, je n'ai jamais eu peur d'aller en prison. Je l'ai payé plusieurs fois de ma liberté depuis 1976, où j'ai été arrêté pour la première fois alors que j'étais étudiant en sciences politiques à Alger. J'ai été arrêté 12 fois. Ensuite, à partir de 2001, en 2004, on a assassiné mon fils à Paris même pour avoir osé, pour me châtier d'avoir osé proclamer le droit à la liberté du peuple kabyle. En 2009 est sorti un mandat d'arrêt contre moi. Ce n'est pas que j'ai peur d'aller en prison, mais j'ai surtout le vœu et le désir de terminer un combat en liberté pour mon peuple. Et c'est
cette liberté-là que j'ai, qui garantit en quelque sorte, quelque part, la liberté de mon peuple. Très bien. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Merci. La liberté kabyle.